Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la validation de la stratégie de gestion durable de l'éclairage public a réuni hier à Cotonou les acteurs de l'éclairage public, une initiative du ministère de l'Énergie et des Mines. Le compte rendu, c'est à suivre dans un instant. À suivre également dans le cadre de la quinzaine de vaccination contre la Covid-19 lancée le 15 novembre dernier par Eden TV et Diaspora FM. Le message du président Fana Métrable à la population béninoise. Et puis suspension du projet de gazoduc censé relier le Turkménistan au Pakistan et à l'Inde suite à la crise en Afghanistan depuis des années. Merci pour l'attention. Le ministère de l'Énergie et des Mines a tenu hier l'atelier de validation de la stratégie de gestion durable de l'éclairage public au Bénin. C'était en présence des différents acteurs et partenaires du secteur. Ayat Foué pour le compte-rendu. C'est en réponse à l'objectif du gouvernement de maîtriser les consommations énergétiques, notamment celles occasionnées par l'éclairage public sur l'ensemble du territoire national, que cet atelier de validation de la stratégie de gestion durable de l'éclairage public au Bénin est organisé par le ministère de l'Énergie. Présent parmi les principaux acteurs du secteur, le directeur de la BERM a apprécié les résultats des travaux ayant conduit à cette rencontre. Le document qui sera soumis tout à l'heure à notre appréciation est appelé à devenir un véritable gouvernail, devant nous amener à construire les bases sur lesquelles reposera désormais la gestion de l'éclairage public au regard de la spécificité de notre pays. Cela suppose que les options techniques à opérer dans le domaine doivent tenir compte aussi bien des normes minimales de performance énergétique ainsi que du cadre réglementaire sur l'électrification hors réseau dont la BEM assure désormais la mise en œuvre. Pour le coordonnateur de l'UCPDER, c'est le rendez-vous des contributions pour enfin doter le Bénin d'un cadre stratégique adéquat en matière d'énergie publique. Cet atelier offre l'occasion de discussion et d'appréciation de son contenu par les divers acteurs impliqués en vue de son amélioration et de son appropriation pour sa mise en œuvre effective et facilitée après adoption évidemment par le gouvernement. Prenant à son tour la parole, le ministre de l'Énergie a dévoilé ce à quoi serviront les résultats de cet atelier. Il doit permettre d'approfondir les problématiques de gestion de l'éclairage public et contribuer à la mise en place d'un mécanisme adéquat, surtout efficace pour la gestion de l'éclairage public au Bénin. Il permettra également d'élaborer une feuille de route consensuelle pour l'opérationnalisation de cette stratégie. C'est pourquoi je souhaite vivement qu'au cours de cette rencontre, vous apportiez votre contribution à la définition des nouvelles dispositions devant régir désormais la gestion de l'éclairage public dans nos villes et nos campagnes. Car nous devons apprendre à sortir des sentiers battus pour innover au service d'une meilleure efficacité et au service des performances accrues. C'est pour ça que nous devons rester ouverts aux idées nouvelles. À la fin de cet atelier qui a connu la participation de l'Union européenne, du préfet de l'Atlantique et de la deuxième adjointe au maire de la ville de Ouidah, représentant les maires des 77 communes du Bénin, il est attendu un outil véritablement efficace pour une gestion performante de l'éclairage public au Bénin. Le Salon international de la modernisation agricole CIMA a ouvert ses portes hier au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Une initiative du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier à Cotonou. Aimé Juste Devochi pour le compte rendu. Premier du continent africain depuis 4 campagnes cotonnières et deuxième pays producteur de céréales dans l'espace UEMOA, le Bénin veut moderniser son agriculture.
Une modernisation qui se veut intelligente, plus performante et plus créatrice de richesses, aussi bien pour les acteurs que pour l'économie nationale. Le CIMA, Salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire, se veut donc une rencontre d'échange et de mise en lumière des solutions de modernisation disponibles sur le territoire béninois. Involontairement absent, mais conscient de l'enjeu, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a adressé un message préenregistré aux partenaires invités et forains. Dans son adresse, Gaston Dossoui est revenu sur l'opportunité du CIMA. Aujourd'hui, le Bénin va plus loin, moderniser toute son agriculture pour conquérir le monde. Une stratégie de territorialisation de ce potentiel agricole est à l'œuvre pour en révéler toute la puissance. Le salon, donc, les mettra davantage en lumière, autant qu'il le fera pour les acteurs agricoles, entrepreneurs agroalimentaires du Bénin, offreurs de solutions agro-industrielles modernes, les investisseurs privés, financeurs et garants institutionnels de tous horizons. Au menu du salon, diverses activités. Ce salon permettra de faire des rencontres irrésistibles, des rencontres inédites, des rencontres d'affaires, de nouer des partenariats féconds. Au menu, des attractions phares comme des expositions, séances de démonstration, rendez-vous VIP, des workshops, des panels thématiques, des attractions culinaires, commerciales, culturelles, telles que le CIMA Food, le CIMA Shop. En attendant le tour de Parakou du 2 au 5 décembre, le CIMA est ouvert jusqu'au dimanche de 9h à 21h au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Guénotchi, a reçu hier le nouveau représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, FAO, au Bénin. Obama Oyana est allé officialiser son arrivée au Bénin. Les deux personnalités ont échangé sur des questions générales relatives au développement du secteur rural dans notre pays. Suivi un extrait des propos du représentant résident de la FAO au Bénin à sa sortie d'audience. Je viens d'être nommé représentant de la FAO auprès du gouvernement de la République du Bénin, avec résident à Cotonou. Il est tout à fait normal dans les formalités habituelles que pour officialiser mon affectation, il faut d'abord s'entretenir avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Donc je crois que c'est une porte d'entrée pour officialiser effectivement mon affectation. Donc c'était une procédure protocolaire. Il fallait bien sûr faire mon entrée officielle au Bénin. Donc l'objet était essentiellement de informer Monsieur le ministre de ma disposition, de toute ma disponibilité, ainsi que le bureau de la FAO au Bénin, pour travailler main dans la main avec le gouvernement dans ses efforts pour le développement du secteur rural au Bénin. En tant que représentant de la FAO, il n'y a pas de priorités personnelles pour moi. Mes priorités sont les priorités de la FAO, sont les priorités du pays au niveau du domaine de l'agriculture. C'est pour cela que nous devons travailler étroitement avec le gouvernement, nous devons travailler étroitement avec les services dédiés, nous devons travailler étroitement avec les producteurs agricoles, les coopératives, les organisations paysannes, de façon à ce que tous ensemble, nous puissions faire des choses intéressantes au niveau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'Office national du bois du Bénin disposera bientôt d'un nouveau plan d'orientation stratégique. Un atelier a réuni à cet effet à Grand Popo les cadres et responsables de cette structure. Le point, c'est avec notre correspondant Jonas Bouchi. Face à la persistance des problèmes liés aux perturbations climatiques, l'Office national du bois du Bénin se voit obligé de rattraper la cadence pour se mettre au pas des défis actuels de l'environnement. À cette rencontre de Grand Popo, les divers responsables de l'Office procéderont à la validation du plan d'orientation stratégique 2021-2025.
Le présent atelier s'inscrit donc dans le cadre de l'amélioration de la qualité du projet de document d'orientation stratégique que nous a soumis le consultant et qui, à notre avis, respecte très bien les orientations du programme d'action du gouvernement de la deuxième génération 2021-2026. Je crois aussi que cette stratégie s'insère dans la droite ligne de la nouvelle politique forestière et du Bénin qui est à sa dernière étape de validation. Et ceci nous permet d'aller tout droit vers les objectifs liés aux engagements internationaux en ce qui concerne les ODD. Le document en question constituera durant les 5 prochaines années la boussole qui orientera désormais toutes les activités de l'ONAB, à en croire son directeur général. Ne pas avoir un plan stratégique, un plan selon lequel vous évoluez, c'est comme si vous pilotiez à vue. Alors pour qui veut réussir, il ne saurait avoir de pilotage à vue. Le plan stratégique aujourd'hui que nous sommes en train de peaufiner est un plan qui va nous orienter les 5 ans à venir. C'est comme une Bible que nous sommes en train d'étudier pour 5 ans. Elle s'adapte au présent et projette le futur. À travers ce plan d'orientation stratégique, l'Office national du bois entend mettre beaucoup plus la foresterie au service du développement socio-économique du Bénin. Message de soutien à la quinzaine de vaccination contre la Covid-19 lancé le 15 novembre dernier par Eden TV et Diaspora FM. Basile Badjito, président du FANAMETRAB, à l'instar de bien d'autres personnalités, a également exhorté la population béninoise à sortir massivement pour se faire vacciner. On l'écoute au micro de Stanislas Adanyo. Covid-19 existe et ça tue bien. Donc les gens n'ont qu'à comprendre que c'est les vendeurs d'illusions qui sont en train de tromper le peuple pour dire quand on prend le vaccin, on meurt. Le vaccin, moi, je l'ai fait. Je n'ai pas été malade, je n'ai même pas senti et à mon âge. Donc, dans le cadre de EDEM TV et Diaspora FM qui est en train de faire une campagne de vaccination contre Covid-19, FANAMETRAB profite de l'antenne pour inviter tous les tradis praticiens et tous les membres de FANAMETRAB à aller se faire vacciner avec les familles, puisque si un seul tradit praticien accepte d'accompagner le gouvernement, il a déjà 100 personnes, parce que 80% de la population font recours aux tradis praticiens pour les soins. Actualité en dehors du Bénin, en Afghanistan, suspension du projet de gazoduc censé relier le Turkménistan au Pakistan et à l'Inde. En cause, la situation chaotique à Kaboul. Plus de précisions avec nos confrères de RT France. Ce projet de gazoduc est un véritable serpent de mer. En effet, cela fait plus de 20 ans qu'on en parle et la première pierre n'a toujours pas été posée. L'idée, c'est de faire parvenir le gaz du Turkménistan, ce pays producteur qui détient les 4e réserves mondiales de gaz naturel, vers des pays gourmands en énergie comme le Pakistan et l'Inde. Mais voilà, pour faire parvenir ce gaz naturel, il faut passer via l'Afghanistan. L'Afghanistan, ce pays à la stabilité toute relative, comme l'a encore rappelé le ministre pakistanais des Affaires économiques. Selon les informations dont nous disposons, pour le moment en Afghanistan, personne ne travaille sur ce projet ou sur d'autres projets. Beaucoup de gens ont été évacués et la Banque mondiale n'a plus de représentants en Afghanistan. Quand nous aurons stabilisé la situation, nous pourrons revenir sur la question de la construction, mais pour l'instant, le projet a été suspendu jusqu'à ce que la situation soit éclaircie. Il y a tout d'abord un volet sécuritaire. Même si depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, la situation tend à se stabiliser, il ne faut pas oublier que ce sont ces mêmes talibans qui étaient la cause de cette instabilité. Et puis il y a la menace de l'État islamique qui perpétue régulièrement des attaques terroristes
contre les nouvelles autorités. Il y a également le volet économique. En effet, l'économie afghane est en lambeaux, en grande partie à cause des sanctions internationales décidées contre Kaboul. Une crise économique qui pourrait se doubler d'une crise humanitaire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Autant dire que les priorités des nouvelles autorités ne sont pas des investissements dans les infrastructures, mais plutôt tout d'abord de pouvoir nourrir sa population. En France, les attentions ont été focalisées hier sur les annonces d'Olivier Véran pour tenter d'endiguer la 5e vague épidémique du coronavirus. Les taux se resserrent sur les non-vaccinés. 3e dose de rappel dès 18 ans, masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs, test payant à la validité raccourcie. Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement accentue la pression, avec pour mot d'ordre la vaccination. 19 millions de Français sont désormais concernés par cette dose de rappel qui sera obligatoire à compter du 15 janvier prochain afin de garder un pass sanitaire valide. Désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés donc de 18 ans et plus dès 5 mois après leur dernière injection. En parallèle, nous voulons continuer d'aller chercher, d'aller vraiment mobiliser les quelques 6 millions d'entre nous qui ne sont toujours pas vaccinés alors qu'ils sont éligibles depuis bientôt 1 an. Des milliards de terriens ont été vaccinés. Vous savez que ce vaccin est efficace, vous savez qu'il vous protège, vous et celles et ceux qui vous entourent. On va continuer de mobiliser tout ce qu'on peut pour aller vous motiver à recevoir ce vaccin. Si le ministre de la Santé se veut rassurant en excluant pour le moment l'éventualité d'un confinement ou d'un couvre-feu, la vie des personnes non vaccinées pourrait se compliquer un peu plus chaque jour. Et pour cause, à partir de lundi prochain, les tests PCR et antigéniques, payants depuis la mi-octobre, auront une validité de seulement 24 heures, contre 72 heures à l'heure actuelle. Les réactions ne se sont pas fait attendre du côté de la sphère politique. Au lieu de rendre les tests gratuits et de déployer des purificateurs d'air, seule mesure efficace contre la circulation virale, le tandem Macron-Véran choisit à nouveau la pression vaccinale et le contrôle social. Contrainte maximale pour une protection nulle. J'avais prévenu, tout vacciné est un futur non vacciné. Régime carcéral de liberté conditionnelle à vie si on accepte ce monde. Libération et soulagement si on mène le combat. Écoutez bien et dites-moi si vous comprenez comme moi que le VRP pharmaceutique Véran, l'air de rien, ne nous annonce pas simplement la 3e dose, mais la vaccination cyclique et permanente tous les 7 mois. Qu'en pensez-vous ? Quand vous avez quelqu'un qui n'est pas vacciné, qui ne se teste pas, parce que le test coûte 25 € et qui donc est potentiellement contagieux pour tout son entourage, eh bien le problème, c'est que potentiellement c'est une bombe humaine. Donc il faut effectivement qu'il puisse vite s'isoler et faire en sorte d'être traité comme il se doit. Des annonces gouvernementales suivies de près par le grand public. Quelques 350 000 rendez-vous ont été pris sur la plateforme Doctolib pour un rappel de vaccin, et ce, seulement 90 minutes après les annonces du ministre de la Santé. Emmanuel Macron est à Rome pour évoquer la crise migratoire avec le pape François. Le président français a dîné hier soir avec le Premier ministre italien. Les deux dirigeants se sont retrouvés ce matin pour signer le traité dit de Quirinal, un accord inédit à l'image de celui qui avait lié le couple franco-allemand en 1963. Le texte vise à renforcer la coopération franco-italienne dans les domaines clés tels que la défense, l'économie ou la culture. Une façon de faire du couple franco-italien un nouveau pilier de l'Union européenne. Suivez plutôt. C'est un nouveau pacte d'amitié, signé ce vendredi à Rome. Près de 60 ans après le traité franco-allemand, celui du Quirinal doit renforcer les relations entre la France et l'Italie. Une signature plus de 4 ans après le 34e sommet franco-italien en septembre 2017. Et un délai dû aux fortes tensions diplomatiques. En février 2019, alors vice-président du Conseil, Luigi Di Maio avait notamment rencontré une délégation de Gilets jaunes. Mais depuis l'arrivée de Mario Draghi à la tête du gouvernement italien, les relations entre Paris et Rome se sont apaisées. Les deux nations ont également une convergence d'idées sur des sujets cruciaux, des politiques migratoires communes, aux secteurs économiques stratégiques, en passant par la défense militaire. Autant de points clés que le traité du Quirinal doit graver dans le marbre. Le traité du Quirinal favorisera la convergence des positions françaises et italiennes, ainsi que la coordination des deux pays en matière de politique européenne et étrangère,
de sécurité et de défense, de politique migratoire, d'économie, d'enseignement, de recherche, de culture et de coopération transfrontalière. Alors qu'Angela Merkel s'apprête à quitter la chancellerie, ce rapprochement doit aussi offrir à la France et à l'Italie une alternative politique à la relation avec l'Allemagne. Conséquence première, un rééquilibrage entre les trois plus importantes économies de l'Union européenne. Même s'il n'a pas participé aux négociations, le président italien Sergio Mattarella a défini cette entente comme nécessaire. Un son de cloche qui diffère dans l'opposition. Les Frères d'Italie, parti d'extrême droite, jugent scandaleux que le traité soit signé avant même un débat parlementaire. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benineden.tv.